là, je l'ai envoyé par mail tout à l'heure. Ah ouais, Ouais. tout à l'heure. Ouais, Ah, donc, tout à l'heure. ah bah. Si je l'ai fini hier soir. Ok. Tout à l'heure. D'accord. Entre la thèse de Donc, d'ailleurs et... vous commencez par discuter de la fin, ça me fait voilà. Non. Vous faites plus ça? Non, on fait plus ça. Pourquoi? Parce que ça a obligé la personne d'attendre vous, et c'est un peu compliqué. Ah ouais. Mais tu n'en discutes pas sans, même entre vous? Non. Là, on va démarrer les 3 mots pour le présenter. Et, bon, Non, parce que ça m'aurait intéressé que de voir ce qu'elle avait laissé comme trace bourrelée. on peut le faire si tu veux. 5 minutes, 10 minutes pour voir un peu. Oui. Parce que ça enchaîne quand même. D'accord. Je peux juste parler une minute Pour savoir si ça va. Voilà. C'est parfait. C'est bon? Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Écoutez, ce soir, on a le plaisir et la chance d'accueillir Bernard Goltz. Je vais faire une présentation très rapide. Bernard, tu es d'abord et surtout un ami, mais tu es fondateur de l'ICE. Peut-être tu nous diras un petit mot de l'ICE. Tu es professeur émérite de Paola, vous avez des places là, hein? à l'université Paris-Cité. Tu es psychanalyste APF. Tu diriges un DU de périnatalité dont un certain nombre d'entre vous viennent. Et on a écrit récemment ce bouquin, Le fœtus bébé au regard de la psychanalyse au PUF. Et puis on a écrit aussi, ce qui est une façon peut-être de faire la pub pour le site de l'ICE, on a écrit une tribune sur l'affaire Palmade, que vous pouvez lire dans les actualités autour du site de l'ICE. Ça se trouve dans les actualités. Actualité débat, oui. Actualité débat. Voilà. Je vous fais passer un flyer pour un colloque. Vous avez le temps, c'est le 22 mars. Mais Anna va nous parler d'un autre colloque. Ah non, non, non. Oui. Je vous ai répondu tout à l'heure. Oui, j'ai vu, merci. C'est quand je vous réponds, je suis en voiture. Oui, on organise avec une association que je dirige, l'association des psychologues et des patients accompagnés, une journée d'études cliniques sur le thème des masculins et des féminins, enfin, des masculins et des féminins. Ça va venir sur scène au château d'Anières et on aura la chance de voir intervenir le professeur Bernard Goltz et sa Sylvain Zunier, fraîchement inédite. N'hésitez pas à venir. Donc la date, si vous souhaitez, le 25 mars 2025, c'est sur inscription, c'est libre d'entrée, c'est tout le monde de vous inscrire au préalable. Et vous aurez toutes les informations qui vous seront envoyées par Sylvain. Oui, je vais, aussitôt que j'ai le flyer que j'ai donc reçu aujourd'hui, je ne l'ai pas encore ouvert, je vais envoyer à tout le mailing, comme on dit, du premier chapitre, donc vous le recevrez. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que vous souhaitez faire? Alors, de manière coutumière ici, on a l'habitude aussi de démarrer le séminaire en se demandant si quelqu'un a lu un livre ou un chapitre ou un article qui l'a particulièrement intéressé et qui mérite un peu de promotion et de publicité. Est-ce que vous avez vu passer quelque chose que vous aimeriez mettre en avant? Voilà. Et puis, une fois n'est plus coutume, parce que c'est vrai qu'autrefois, au premier chapitre, systématiquement, on démarrait le séminaire par un après-coup de la fois d'avant.
et c'est vrai que compte tenu, ce qu'on disait avec Bernard, compte tenu de la thématique de ce soir, donc je la reformule, la représentation du lien prénatal est-elle transposable après la naissance, on se disait que peut-être que c'était intéressant pour ceux, je vois les visages, je vois des gens qui étaient là la dernière fois, qui n'étaient pas là, donc plus particulièrement pour ceux qui étaient là, est-ce que vous avez eu des effets d'après-coup? Donc au dernier séminaire, c'est Monica Bourlet qui est venue, et Monica Bourlet, qui vient de Belgique, de Liège, où la grossesse pour autrui est tolérée, permise, contrairement à la France. Elle a fait une thèse donc, sur la grossesse pour autrui. Et c'est vrai que finalement, les passerelles avec ce dont il va être question ce soir avec Bernard pourraient être intéressants en temps. Est-ce que parmi les personnes qui étaient là pour la présentation de Monica, est-ce que vous avez eu des effets d'après-coup? Parce qu'on va en reparler un tout petit peu tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on va en parler. Tu vas aller de ce côté-là. Donc le temps que vous remettiez les idées en place, moi je dirais que de manière comme ça très subjective, ce qui m'a vraiment interpellé dans ce travail, on était de jury de thèse de Monica avec Bernard. Ce qui est contre-intuitif dans les résultats de sa thèse, c'est que alors qu'en France, la polémique est frontale et dure entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ceux qui sont contre étant très souvent dans une dénonciation de la financiarisation de la GPA. Comment est-ce que vous voulez qu'une femme qui fait ça pour de l'argent puisse, on posait la question comme ça hier dans un autre endroit, puisse être une femme porteuse ou une mère porteuse, déjà décider si c'est une femme ou une mère, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en France, il y a vraiment un embryon de polémique très frontale, avec des arguments peu développés, entre ceux qui condamnent parce que vraiment imaginer que ce soit une nouvelle pratique néolibérale, c'est insupportable, c'est pas possible, et puis que, à contrario, celle qui ferait ça, alors dans les termes de Monica, pour des raisons altruistes, je l'ai fait parce que ma soeur ne pouvait pas avoir d'enfant, je l'ai fait parce que ma cousine, parce que ceci, parce que cela, parce que je suis une femme héroïque généreuse, eh bien, les résultats de Monica montrent que, en termes de qualité de transmission, entre ce qu'elle appelle les parents d'intention, c'est-à-dire ceux qui récupèrent l'enfant, et les parents, la mère biologique, eh bien, du côté des mères qui le font pour l'argent et du côté des mères qui le font pour des motifs moraux altruistes, eh bien, c'est pas contrasté comme on pourrait l'attendre et comme la polémique française le laisse entendre, c'est-à-dire les méchants du côté de celles qui font des mercenaires pour l'argent, et puis les gentils qui font ça par altruisme. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Sans compter qu'il y a le pouvoir du bébé après. Voilà, alors, qui est le grand oublié, on va, je pense, enfin, tu prémédites d'inquiéter déjà le titre qu'on a donné ce soir, et je pense que c'est bien. Bon, mais peut-être d'autres veulent réagir. Ouais. Combien il s'agissait finalement d'un groupe, vraiment c'était pas du tout l'histoire même à la limite de parents d'intention et d'une mère porteuse, mais qu'il y avait souvent vraiment d'autres relations, toute une intrication en fait autour d'un petit nombre de personnes qui peut être la famille ou en tout cas des gens proches, et je trouvais que elle a vraiment c'était très intéressant. Et notamment, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez mémorisé, mais entre, pour reprendre ces termes à elle, entre la mère porteuse et les parents d'intention. C'est-à-dire, et elle a même prononcé le terme d'alliance, qui passe pas inaperçu dans notre communauté. On parle d'alliance thérapeutique.
thérapeutique, et le terme d'alliance a un sens. On parle d'alliance thérapeutique et de transfert d'embryon. Oui, c'est ça. Donc, et c'est vrai qu'elle a mis l'accent en particulier sur le lien de certaines mères porteuses et dans les parents gays d'intention, souvent une alliance entre un des deux pères et l'enfant. Voilà. Donc quelque chose qui effectivement va du côté de... Avec les fantasmes qui peuvent être associés. C'est ça. Ah oui, c'est un peu d'artifice. Et puis peut-être aussi en indiquant, finalement, même la question du désir d'enfant, je trouve, elle est interrogée de manière très significative, très singulière en fait dans ces situations-là, parce que qui souhaite qu'il y ait un enfant à un moment pour un couple, c'est pas forcément le couple. Enfin, je trouve que c'était très fort comme on peut parler un peu Ah, de mais je t'en prie. parce qu'à propos du désir d'enfant, il y a presque une espèce de petit paradoxe, c'est que pour les couples, enfin je l'explique parfois dans le DU, ça, enfin je m'excuse, les gens du DU vont peut-être réentendre des choses qu'ils connaissent déjà, mais bon. Pour les couples qui font des enfants, qui fabriquent un enfant sans trop de problèmes particuliers, le désir d'enfant, on avait travaillé ça avec Sarah Bidlowski dans un article de la psychiatrie de l'enfant, c'est le plus souvent, et depuis ça fait longtemps que ça dure, une double négation. C'est-à-dire vouloir un enfant, c'est cesser de ne pas en vouloir. Puisque pendant longtemps, on prend la pilule ou d'autres moyens contraceptifs, et puis quand il n'y avait pas de moyens contraceptifs, il y avait d'autres façons de faire attention. Donc vouloir un enfant, c'est cesser de ne pas en vouloir. Moins par mois donne plus. Bon. Là, dans les PMA en général, et dans la GPA en particulier, qui quand même est un effort particulier, le désir en direct est intense. Hein. Ça compte aussi, ça, je pense, hein, dans le manque dans la différence plus faible qu'on pouvait s'y attendre entre les deux cas que tu as signalés là. Hein. Et puis le désir d'enfant n'est pas nécessairement implémenté, enraciné dans la biologie. C'est-à-dire que le désir d'enfant peut être chez un parent d'intention, pour reprendre cette terminologie, et la mère, alors je vais dire biologique, ce qui sûrement peut être différent par rapport à l'histoire médica, mais la mère porteuse, la mère biologique, elle va être confrontée à la variable du désir d'enfant à travers la mission le fabriquer. Mais c'est optionnel, si j'ose dire. C'est une variable. C'est une variable. Donc là, on est aussi dans ces dissociations qu'on voit depuis 50 ans entre biologie et procréation. Elle avait souligné d'ailleurs le désir d'enfant, le désir de grossesse. Ouais. Mais oui. Et ça se transformait en cesser de ne pas le pouvoir. Oui. C'est- Je ne sais pas ce que ça donnerait. C'est une situation clinique tout à fait singulière. Elle m'a exposé ces ramifications qui étaient extraordinairement nombreuses. Enfin, cette femme qui l'enfant a été conçu par sa sœur, qui a des fausses couches, enfin, voilà, avec une mis en urgence, décidée par le père, lequel père a été celui qui a initié le fait que le sœur devrait un petit peu, en quelque sorte, avoir un fondement pour qu'elle puisse elle aussi avoir un enfant. Enfin, c'était d'une complexité familiale dont elle nous présentait bien, d'ailleurs, les arcanes, les soubassements, etc. Mmh. Moi, je suis un petit peu restée sur votre main à propos de la question que vous posez, c'est il me semble que l'autre grand oublié de ces dossiers, c'est pas seulement le bébé, c'est les enfants, l'enfant ou les enfants aînés de la mère. Oui, c'est vrai qu'on les a vus passer, mais on n'en a rien entendu. C'est en quelque sorte très repli pour être mère porteuse qu'une femme qui a déjà enfanté. Oui, oui. Et voilà. C'était extrêmement subtil. Hein. J'ai eu, il y a bien des années, ça restera entre nous, une famille en thérapie familiale, où il y avait deux enfants
Et puis les parents avaient adopté un troisième. Et il y avait une zizanie, pour ne pas dire une guerre civile à l'intérieur de cette famille absolument incroyable, entre les fabriqués à l'ancienne et l'adopté. Et quand tu as posé cette question l'autre fois, j'ai repensé à cette année, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que ça signifie pour des enfants qui ont été biologiquement fabriqués, qu'est-ce que ça signifie de se retrouver face à des parents qui veulent de la parentalité autrement, finalement, de la parentalité autre que par les voies classiques. Dans le domaine de l'adoption, que je connais mieux que le domaine de la GPA, pour des raisons évidentes, c'est très intéressant d'être attentif à ce que les enfants de différents modes de filiation se disent, parce que c'est pas toujours ce qu'on croit. Hein. Spontanément, on pourrait se dire, c'est les enfants qui ont été faits biologiquement qui vont se sentir un ascendant sur l'autre, alors que j'ai entendu des choses tout à fait intéressantes différentes. L'adopté qui disait aux autres, vous avez été fait un peu par hasard, moi on a été me chercher au bout du monde. Hein. Donc là, ça peut varier, ça, mais... oui, j'ai coûté cher. Ou j'ai coûté cher. Oui, je m'excuse de dire cette monstruosité. Bon. Ce qui est intéressant, je trouvais, dans cette question que vous posiez, il y a quand même cette dimension de cette angoisse d'abandon qui peut quand même être forte chez les enfants, qu'on puisse les abandonner, les laisser, etc. Finalement, qu'est-ce que se dit l'enfant aîné qui, lui, a traversé ça? Lui, il a été gardé, et puis l'autre a été abandonné. Qu'est-ce que ça peut venir marquer aussi de cette possibilité d'être... On en saura plus, ça, oui. D'autres réactions par rapport à l'après-coup de ce que vous a dit Monica comme passerelle avant d'écouter Bernard? Il reste des chaises, alors je pense qu'il y en a une là. Venez, installez-vous tranquillement. Bon, écoutez, on aura de nouveau un temps de discussion, donc si vous avez des remémorations chemin faisant, elles trouveront leur place dans la discussion. Bernard connaît bien notre règle du jeu. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ton temps et puis qu'il y a un temps de débat. Et la contrainte pour partager la contrainte temporelle, parce que les agents de sécurité ont pas beaucoup d'humour. C'est 7h30, non? C'est qu'à 19h, il faut 19h15 maximum, il faut qu'on change un peu. Bon. D'accord, c'est gentil. Je vais aller vérifier ça. Tu vois l'écran? Je vais aller vérifier. Oui, il est un peu décentré. Elle est fixe, elle ne suit pas mon... Elle suit pas les... Elle n'est pas intelligente. Elle est un peu... Elle fait des fixations. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sylvain, de m'inviter une nouvelle fois dans le cadre de ce premier chapitre. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Ça me fait très plaisir, c'est une preuve de confiance. Et puis, je crois que ça témoigne aussi de toutes les réflexions qu'on a en cours ensemble depuis plusieurs années. Alors, donc, dans l'assistance, là, il y a plusieurs personnes qui suivent le DU. Alors, je m'excuse je vous demande de m'excuser parce que vous allez réentendre des choses que vous avez déjà un petit peu entendues au DU. On espère qu'on ne les dit jamais de la même manière, mais bon, j'ai besoin de m'en servir aussi pour penser cette question de la représentation prénatale des liens. Et la deuxième chose, c'est un petit réflexe
prosaïques, mais quand elles sont là, quand ils et elles sont là, il faut qu'ils signent quand même. Hein. Oui, donc je vais faire passer une feuille. Voilà. Parce qu'on a besoin de leur assiduité pour la fin de l'année. Tu l'avais fait la dernière fois, non? J'ai fait passer une feuille pour ceux qui n'étaient pas inscrits. Non. Je pense que je vais à ce niveau-là. Quelqu'un aurait une feuille à me refiler Voilà. Et puis alors, bon, excusez-moi de ce petit détail, mais bon, c'est important quand même. Merci beaucoup. Et puis, je me disais que je suis vraiment heureux que l'Institut contemporain donne son label aussi à ce premier chapitre, hein, Sylvain. Je disais que j'étais heureux du partenariat entre l'Institut contemporain et le premier chapitre, parce qu'on a vraiment, je crois qu'on partage les mêmes valeurs éthiques, professionnelles. Et puis en plus, à propos de ces histoires de périnatalité, on a quand même en filigrane Michel Soulet qui est là. Et ce soir, en plus, avec Luc Gourand, qui est un échographiste qui interviendra dans le DU dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas, et qui a été aussi qui a beaucoup travaillé avec Michel Soulet, dont il garde, je crois, un souvenir vibrant, important. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au DU, tu m'autorises à dire 2 mots de l'Institut contemporain de l'enfance, hein, qu'on a pensé tous ensemble comme un lieu pour promouvoir un soin réfléchir et promouvoir un soin psychique de qualité pour les bébés, pour les enfants, pour les adolescents. Un soin psychique, mais aussi un prendre soin. Le soin psychique, c'est pour les personnes en souffrance, mais le prendre soin, ça concerne tout le monde, tout care, le bébé, les enfants, les adolescents, qui ne se réduisent pas à des approches seulement rééducatives ou comportementales, qui soient un soin et un prendre soin psychique au sens profond et global du terme, avec des références bien sûr à la psychanalyse, aux différentes composantes de la psychopathologie, à la pédagogie, et puis avec des ouvertures sur le monde de l'art et de la culture pour essayer de mettre en mouvement, en dialectique, une créativité thérapeutique et une créativité artistique. Donc voilà, ça permet de rassembler toute une série d'actions, d'associations, de soutenir toute une série d'actions. Moi, ça me fait très plaisir de voir, je ne sais pas à titre personnel, mais de voir que dès qu'on a été ouvert sur les réseaux sociaux, on était 30 000 ou 40 000. Donc il y a quand même des gens qui ne se satisfont pas de la période actuelle, qui est ce qu'elle est et qui probablement doit être, mais il faut qu'il y ait des poches de résistance, des îlots de pensée qui se mettent en place et de résistance. Voilà. Alors, quand même, pour entrer plus dans le programme, ça a été corrigé sur le site par Sylvain. Sur le papier, il y a une petite erreur. Le titre est marqué que c'est la présentation du lien prénatal est-elle transposable après la naissance. Alors d'abord, bien sûr, c'est pas la présentation, c'est la représentation mentale du lien. J'ai été trop vite quand j'ai dicté sans doute à Sylvain. La représentation mentale du lien prénatal est-elle transposable à la naissance? Et en plus, aujourd'hui, pour travailler cette question, je me suis dit que même il faut poser une question en deçà de ça, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une possibilité de représentation mentale du lien prénatal, c'est-à-dire par le fœtus? On est bien obligé de commencer par ça, parce qu'il ne faut pas en faire un présupposé qui orienterait tout le reste. Est-ce que le fœtus est capable ou non de se représenter ou de se pré-représenter le lien avec l'objet, avec le futur objet? Vous n'hésitez pas, c'est quand même une taille réduite. Vous m'arrêtez quand vous voulez, hein, pour s'il y a besoin d'éclaircissement, de compléments. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je vais prendre le sujet. Est-ce qu'il y a une possibilité de représentation mentale ou de proto-représentation mentale du lien dès la période prénatale par le fœtus? Et si c'est le cas, est-ce que ces préformes, ces prémices de représentation mentale du lien sont transposables en postnatal? Et est-ce que ça permet de penser d'une manière un peu nouvelle aujourd'hui la question de l'adoption, la question du don d'embryon et la question de la GPA dont on parlait tout à l'heure, qui sans doute suppose toute une certaine continuité.
Voilà. Alors, évidemment, comme on est dans des zones très nouvelles quand même, je n'ai pas du tout la prétention de vous raconter une histoire développementale vraie et sûre. Plutôt de réfléchir, d'ouvrir avec vous des pistes de réflexion et d'essayer de tester un petit peu la cohérence ou l'incohérence de telle ou telle hypothèse processuelle. Et je redis, mon point de départ, c'est y a-t-il, ou je l'ai écrit correctement là, y a-t-il ou non une proto-représentation des liens dès la vie prénatale? Si oui, est-ce que cette proto-représentation est transposable en postnatal ou elle formerait le socle des représentations ultérieures de liens après la naissance? Autrement dit, y a-t-il ou non une représentation potentielle des liens chez le fœtus? Représentation qui n'est peut-être pas encore une représentation au sens complet du terme, mais seulement, et ça j'y crois un peu, une potentialité représentative. C'est ça que je voudrais essayer de soutenir un petit peu. Voilà, alors avant d'en arriver à la question de l'adoption, du don d'embryon et de la gestation pour autrui, je voudrais aborder 3 choses. La différence entre l'être et l'existence, j'en ai besoin. La décondensation, ça vous fait des révisions pour le DU, remarquez. La décondensation du concept de représentation d'objet, tout ça, c'est des choses qu'on travaille vraiment avec Sylvain. Et un lien avec une distinction winnicottienne importante entre le précoce et le profond. Voilà, alors pour parler de l'être et de l'existence, en fait, ce vers quoi je voudrais essayer de m'avancer, c'est la question du pressentiment de l'objet. J'ai pas trouvé d'autres mots, par le fœtus, pressentiment de l'objet, j'ai pas trouvé d'autres mots, parce qu'à vrai dire, j'en ai pas cherché, je l'aime bien celui-là. Pressentiment de l'objet, c'est quelque chose d'encore très, très non définitif, du côté du sentiment, pressentiment de l'objet. Peut-être que ça permet de regarder le fœtus, avec les moyens d'observation qu'on a, sous un certain angle. Bon, mais quand même, la différence entre l'être et l'existence, parce que c'est entre les deux qu'il y a le pressentiment de l'objet. Vous savez que donc Winnicott est mort en 1971. C'est vieux sans être très, très ancien quand même, 50aine d'années. Il était assez âgé à la fin de sa vie, avec sans doute toute une réflexion, bien sûr, sur des angoisses, peut-être, des préoccupations, en tout cas, de fin de vie. Et il a beaucoup approfondi certains concepts qu'il avait déjà évoqués tout au long de son œuvre. Mais enfin, il a approfondi certains concepts, comme notamment celui de sense of being, en anglais, avec toujours cet art de parler des choses très complexes avec des mots de tous les jours. Hein. Ça participe au succès de son œuvre. Sense of being, les mots sont simples et l'idée est très subtile. Hein. Sense of, le sentiment d'être, le sentiment de la continuité d'être. À cette époque-là, il a aussi parlé du sense of feeling. Hein, c'est intéressant parce que feeling, on pourrait dire ça suffit, éprouver. Non, le sentiment d'éprouver. Tout c'est pareil, le sentiment d'éprouver quelque chose. Et il a donc choisi en anglais le verbe to be, sentiment d'être, sense of being. Il aurait pu choisir en anglais, parce que le verbe existe aussi en anglais, comme en français, comme dans beaucoup d'autres langues, il aurait pu choisir to exist, le sentiment d'exister. En français, on a les 2 verbes, en espagnol aussi, en portugais aussi. Enfin, il y a beaucoup de langues qui ont les 2 verbes. Comme toujours, quand il y a 2 mots, c'est qu'il y a 2 idées, sinon les 2 mots ne se maintiendraient pas dans l'évolution de la langue. Et donc, être et exister, c'est 2 choses tout à fait différentes. Je vais aller un petit peu vite ce soir quand même, mais pour se sentir être, il y a besoin de personne. Ça n'est ni conscient ni réflexif. Ça peut être conscient, mais ça n'est en tout cas pas réflexif. Se sentir être, c'est simplement, c'est déjà énorme, enfin je veux dire, c'est simplement éprouver sa sensorialité, c'est vivre ses sensations, c'est vivre le fait d'être vivant. J'essaie de chercher des mots qu'il aurait peut-être pu dire aussi. Vivre, éprouver, je dis même pas ses perceptions, parce que la perception c'est déjà un travail qui est fait sur les sensations. Sensations. Et c'est éprouver sa sensorialité, vivre ses sensations, vivre le fait d'être vivant, en direct. C'est pas du tout je me dis que,
Je ressens mes sensations, j'éprouve ma sensorialité. C'est dans notre jargon psychanalytique, on pourrait dire que pour Winnicott, le sentiment d'être est pré-objectal, avant même la découverte de l'objet et avant même, bien sûr, la rencontre avec l'objet extérieur, la mer ou les autres. Voilà, et tout organisme vivant est probablement doté de ce sense of being. Alors c'est pas ici que je vais développer ça, parce qu'il y a Luc qui est là, et puis je pense que vous en avez déjà parlé. Quand on regarde dans les échographies, j'y reviendrai tout à l'heure, un fœtus qui vient coller son dos à la paroi utérine, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui attrape le cordon ombilical, qui le lâche, qui le reprend, qui met ses doigts dans sa bouche, qui les rentre, qui les sort, qui explore quand il pressent que peut-être il y a un jumeau dans la chambre d'à côté, enfin des choses invraisemblables. J'en reparlerai tout à l'heure à propos de ce qui nous occupe ce soir. On se dit là que, bien sûr, le fœtus n'est probablement pas en mesure de se dire avec réflexivité « j'explore », mais il est dans un environnement humain, non humain, et il explore tout ça. Et on voit bien qu'on a un organisme vivant qui est dans l'être, quand même. Ce sense of being, sentiment d'être. Avec Sylvain, on fait partie tous les deux d'un groupe de travail autour de François Farge sur les mouvements généraux chez les fœtus. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et on voit des choses quand même très, très, très étonnantes. La façon d'explorer le visage pour le fœtus n'est pas la même manière que d'explorer une paroi utérine. La façon de diriger son doigt vers ses yeux ou de diriger son doigt vers sa bouche n'est pas non plus la même, pas la même vitesse, pas la même intensité. Enfin, il y a tout un monde qui s'ouvre. Et tout ça, pour Winnicott, je pense que ça ferait partie du sentiment d'être. Alors que pour se sentir exister, mot qu'il n'a pas choisi, parce qu'il y a ex dans le mot d'existence, le ex qui renvoie à l'extérieur, qui renvoie à l'environnement, à l'entourage, qui renvoie à l'objet, à la rencontre avec l'objet, on va y revenir, à la rencontre avec le travail psychique de l'objet. Et bien là, on est tout à fait, il faut rencontrer, ça dépend de l'objet, ça dépend du repérage de l'objet par le futur sujet. Et Winnicott a beaucoup parlé, a écrit un article très célèbre que vous connaissez sans doute, le visage de la mère et de la famille, enfin de la mère, comme miroir pour l'enfant et le développement. Et dans cet article vraiment très important, il dit un certain nombre de choses. Enfin, l'idée essentielle, c'est que quand un bébé regarde sa mère, là on est en postnatal, bien sûr, quand un bébé regarde sa mère, bien, il regarde sa mère, il perçoit sa mère, c'est les mêmes mots en anglais, on a de la chance, perception, la perception, il perçoit sa mère, mais l'important dans l'histoire aussi, c'est que non seulement il perçoit sa mère, mais il perçoit sa mère qui est en train de le regarder, sauf si elle est complètement bloquée sur son iPhone, mais bon, disons que de temps en temps elle regarde son bébé, on peut espérer quand même. Et donc il perçoit la mère qui est en train de le regarder, et donc il s'aperçoit dans le regard de la mère, et il reçoit quelque chose, un certain nombre d'informations le concernant. Il se construit tout doucement comme un sujet dans le regard de l'autre. Percevoir, apercevoir. Si la mère est trop préoccupée, si la mère est trop mal dans sa peau, mais il a dit la mère et la famille. Si la famille est trop carencée, si la famille n'est pas disponible, eh bien le bébé peut percevoir tout ça, mais il aura plus de mal à s'apercevoir dans le regard des uns et des autres. Et cette boucle est vraiment constitutive du passage de l'être à l'existence. Il arrive avec un sentiment d'être, mais pour se sentir exister, il faut qu'il rencontre. Alors là, j'ai pris l'exemple de Winnicott, dans le regard de l'autre, mais ça veut dire dans la pensée de l'autre et dans les gestes de l'autre aussi. Il va falloir qu'il découvre l'autre, sa pensée, ses gestes, son regard. Quand je suis là, ce soir, je parle, je vous regarde, je me sens exister comme un enseignant ou formateur, comme vous voulez, ce soir. Bon, l'exemple est moyen parce que même quand je suis dehors, je sais que je suis enseignant ou formateur, mais c'est pas pareil. Là, dans la rencontre, je me sens exister parce que je vous perçois
et je m'aperçois dans la manière dont vous me regardez. Donc je m'aperçois comme enseignant ou comme formateur. C'est ça la boucle. C'est pas que pour le bébé, c'est pour nous tous, tout le monde. Toujours. Voilà, alors ce passage de l'être à l'existence, au fond, ça correspond à l'émergence de l'objet. Hein, pour pouvoir rencontrer le regard, la pensée et les gestes, les interactions de l'autre, il faut que le bébé prenne graduellement conscience qu'un autre que soi existe à l'extérieur. Un autre, c'est l'accès à l'intersubjectivité. Admettre que, reconnaître, admettre, accepter qu'on n'est pas soi, qu'on n'est pas tout à soi seul, mais que dans l'environnement, il y a de l'autre que soi. C'est peut-être pas encore maman, papa, tout ça bien précis, mais c'est qu'il y a de l'autre que soi en dehors de soi. C'est l'accès à l'intersubjectivité primaire, secondaire ou autrement, peu importe. Voilà, alors, en fait, pour que ça fonctionne, parce qu'on se dit parfois que l'autisme, c'est effrayant, et je suis assez d'accord, mais le développement normal, c'est un miracle. Pourquoi 99% des enfants vont arriver à prendre conscience qu'un autre que soi existe à l'extérieur de soi, sans que cet objet soit tout d'un coup envahissant, intrusif, violent, inacceptable, submergent. Bon, ben c'est grâce aux adultes et aux interactions, bien entendu, mais ça fait appel à ce que Winnicott, j'en suis toujours avec Winnicott, là, a décrit comme fonction d'object presenting. On parle souvent du holding, on parle souvent du handling, bien sûr. On parle un peu moins de cette troisième fonction magnifique, la fonction d'object presenting. La façon dont la mère va présenter au bébé les différents objets du monde qui l'entoure. C'est de la qualité de cette présentation des objets du monde que dépend le passage sans heurts du sentiment d'être au sentiment d'exister. Présenter les objets du monde au bébé de telle sorte qu'ils soient acceptables, que leur apparition ne soit pas trop brutale, pas intrusive, qu'il n'y ait pas de discontinuité, pas de traumatisme développemental, quelque chose qui émerge. Cette émergence de l'objet, je prends deux mots dans le registre photographique et non pas dans le registre mystique, bien sûr. Il faut que ces objets du monde apparaissent à l'enfant, se révèlent à l'enfant, comme dans le bain du révélateur du photographe, de manière suffisamment douce. Winnicott, qui en connaissait long sur l'agressivité et la haine, mais quand même, il parlait souvent de continuité, de douceur, que quelque chose apparaisse non violente. Voilà. Et parmi les objets du monde que la mère a à présenter à son bébé, il y a elle-même. Comment est-ce qu'elle va se présenter au bébé pour être acceptable? Pour être acceptée, mais avant d'être acceptée, pour être acceptable. C'est le grand problème des enfants autistes quand même. Quelque chose se passe au début de leur vie qui fait que cette émergence de l'objet est intolérable. Et qui vont donc essayer de vivre une vie sans relation d'objet, ce qui est évidemment un pari pathétique. Voilà, enfin dans les bons cas, dans 99% des cas, la mère arrive à se présenter au bébé de manière acceptable et utile. Et qu'est-ce qui fait que son regard, que sa pensée, que ses gestes, il va falloir que l'enfant les intériorise. C'est pour ça que moi, bien entendu, le fœtus, après chacun a ses idéologies, moi, je ne vois pas que le fœtus puisse être réflexif. La réflexivité, pour moi, c'est l'intériorisation progressive du regard de l'objet qu'on a découvert, de la pensée de l'objet qu'on a découvert, des gestes de l'objet qu'on a découvert. C'est l'intériorisation peut-être assez rapide, mais en tout cas progressive de tout ça au fond de soi, pour qu'un jour on puisse se regarder, se voir soi-même du dedans. Alors là, on est dans la réflexivité. Se penser soi-même du dedans comme un sujet et s'éprouver, se ressentir dans le du dedans comme un sujet à partir de toute cette intériorisation du regard, de la pensée et des gestes de l'autre. Voilà, donc pour moi, vous voyez, du sentiment d'être au sentiment d'exister, entre l'être et l'existence, il y a l'émergence progressive de l'objet. Et une fois que l'objet a été repéré au dehors, il va falloir intérioriser différentes fonctions de l'objet, dont le regard, la pensée, les gestes, pour que la réflexivité puisse fonctionner du dedans. Et puis, c'est tout l'enjeu de la qualité des soins précoces, d'essayer de faire que cette émergence de l'objet se fasse de manière constructive. Moi, en tout cas, c'est tout l'enjeu aussi de la qualité des soins précoces, de permettre un passage graduel
de l'être à l'existence. Et c'est pour ça, vous le savez bien, que je m'intéresse tellement, ça fait longtemps maintenant, à l'approche piclérienne, qui, je trouve, a développé une sorte d'éthique du soin précoce et d'éthique du sujet tout à fait remarquable, et qui, sans dire les choses de cette manière-là, les pratique de cette manière-là, et je pense que c'est très utile au bébé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais à la pouponnière de Budapest, à l'Institut Picler-Logzi, du nom de la fondatrice et du nom de la rue où cette pouponnière est installée, de 1946 à 2011, il y a eu à peu près 5000, un petit peu plus de 5000 enfants qui ont été accueillis, entre des tout petits, au début, des communes pouponnières. Et en fait, sur 5 à 5000 enfants, ils n'ont eu que très peu d'enfants autistes. Ils en ont eu. L'Institut, il n'y a pas de paradis sur Terre. Bon, ils en ont eu aussi. Mais finalement, très peu. Parce que... Et très peu d'hyperactifs aussi. 3 cas sur 5000. Alors quand on vient nous dire qu'il y a 8% d'hyperactivité dans la population générale, je ne sais pas à qui ça profite, ça. Si on se donne les moyens d'une véritable qualité des soins précoces, on peut prévenir un certain nombre de choses, même des choses qui ont des déterminants génétiques. Mais il faut que ces déterminants génétiques trouvent des conditions externes pour s'exprimer. Et si les soins se passent bien, ça peut prévenir un certain nombre de cas. Voilà, alors pour l'être et l'existence, je pense que je vous en ai dit assez. Encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui l'avaient déjà entendu. Mais entre l'être et l'existence, je me pose la question donc du pressentiment de l'objet. C'est difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus quand même. C'est déjà difficile de se mettre dans la nôtre, comme je dis parfois. Donc c'est difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus, mais la question c'est de savoir si les hypothèses qu'on peut faire donnent une certaine cohérence aux observations cliniques qu'on peut faire. Donc ce n'est pas une preuve au sens objectif du terme. Voilà, donc alors, pressentiment de l'objet. Et vous vous souvenez certainement, Sylvain en tout cas, Emmanuel certainement, Serge Debovici disait en 1960, avant tout le monde, là j'ai marqué 1060, il ne faut pas exagérer quand même, 1960, c'est ancien mais pas à ce point-là quand même, je corrige. En 1960, dans son article sur la genèse de l'objet, il avait eu cette phrase un petit peu prémonitoire et énigmatique à l'époque. L'objet peut être investi avant d'être perçu. On s'était beaucoup demandé ce qu'il voulait dire à ce moment-là. On avait essayé de voir les choses en termes de narcissisme, en termes d'attachement, d'auto-attachement. Bon. Je crois qu'aujourd'hui, il serait... Enfin, je ne peux pas faire parler les gens qui ne sont pas là, mais je crois qu'il serait assez d'accord pour dire que peut-être que investir un objet avant qu'il soit perçu, c'est peut-être investir un lien vers l'objet. Un lien vers l'objet. Un lien qui n'est pas encore adressé à un objet précis, mais il y a un mouvement vers. C'est pour ça que j'appelle ça pressentiment de l'objet. La question, au fond, est de savoir, quand on regarde tous les gestes et les mouvements du fœtus que j'ai rapidement évoqués tout à l'heure, est-ce que ça suppose forcément... Le fœtus bouge, ça, personne ne peut dire autre chose. Le fœtus bouge. Alors, observez qu'un fœtus bouge. Est-ce que ça veut dire forcément qu'il a une représentation du geste dans sa tête? Ou est-ce qu'il peut avoir simplement un pressentiment de l'objet vers lequel ce geste se dirige? Ou pas de représentation du tout? Ou simplement une potentialité représentative? Ou une pré-représentation de ce lien? Donc, on a de quoi faire là quand même pour la soirée. Voilà, en tout cas, moi je pense que le mouvement vers le dehors ne signifie pas, je crois, ipso facto, que le fœtus soit en mesure de se représenter mentalement ce futur objet, mais ni peut-être même le lien, mais qu'en tout cas ça pose une question au moment à laquelle on essaie de réfléchir avec Sylvain, c'est la question de l'intentionnalité. L'intentionnalité. Donc tout à l'heure je vous ai dit le fœtus touche la paroi utérine, il attrape le cordon, il met ses doigts dans sa bouche, il explore son visage de manière assez différenciée, sa bouche, ses yeux.
Quand il y a un jumeau à côté, il explore un petit peu les sensations. Dans une des échographies de François Farge, sur laquelle on a beaucoup travaillé, je vous en ai parlé, je crois même que je vous l'ai montré d'ailleurs, c'est quand, après une amniosynthèse, quand un fœtus découvre un petit hématome dans le liquide amniotique qui n'était pas là avant l'amniosynthèse, il va explorer cette bulle de sang, il la pousse avec la main, il la ramène, il la pousse avec le pied. Tout ça, c'est pas réflexif, ni conscient d'abord pour un fœtus. Je crois que ça veut rien dire, parce qu'un fœtus n'a pas encore établi une ligne de démarcation entre le conscient et l'inconscient. Et réflexif, je vois pas très bien comment ça fonctionnerait, mais en tout cas, il explore, il découvre quelque chose qui n'était pas là l'instant d'avant, et il est dans l'être. Il vit sa sensorialité, il explore, il découvre. Bon. Tout ça, est-ce que ça suppose une représentation j'imagine mal un fœtus se représenter ce que c'est que la paroi utérine, se représenter ce que c'est qu'un cordon, se représenter ce que c'est que sa bouche, son visage, le jumeau ou une bulle de sang. En revanche, la question se pose, quand il fait un mouvement vers quelque part, est-ce qu'il y a une intentionnalité? Alors on a beaucoup parlé de ça, évidemment. Au fait, quand je vous ai dit tout à l'heure que le bébé in utero a des mouvements vers sa bouche qui n'ont pas la même vitesse que ses mouvements vers les yeux, par exemple, ce sont des observations directes, si on peut dire, type estéabique, en prénatal, qui ont été faites par Alessandra Piontelli, hein, si vous cherchez des références, enfin, on vous les donnera éventuellement avec Sylvain. Voilà, alors l'intentionnalité, c'est un grand domaine. Hein. Est-ce qu'il y a une intentionnalité sensorimotrice? Parce que de l'intentionnalité, pendant très longtemps, on n'en a parlé que sur le plan de la conscience. L'intentionnalité consciente. Hein, c'est derrière la phénoménologie. Sylvain a des racines philosophiques bien plus fortes que les miennes. Enfin bon, la phénoménologie a bien beaucoup travaillé la question de l'intentionnalité consciente. Avoir une intention, c'est toujours une intention de quelque chose et pour quelque chose. Après, il a fallu attendre longtemps. Théodule Ribot en particulier, Didier Houzel en parle, mais enfin surtout la psychanalyse, pour admettre, je crois qu'on en est tous persuadés maintenant, qu'il y a une possibilité d'intentionnalité inconsciente. C'est-à-dire que nos représentations butent dans le système psychanalytique, et d'ailleurs même les représentations d'attachement, hein, les modèles internes opérants ou les représentations d'interaction généralisée, ce sont des représentations qu'on s'est faites de quelque chose ou de quelqu'un, qui sont au fond de notre inconscient, mais qui, sans qu'on le sache, orientent nos choix, nos conduites, nos mouvements. Comme le titre de ce soir. Ah, c'est pas moi, je ne suis pour rien, vous voyez ça avec monsieur. Je ne dénie pas d'avoir aussi des représentations inconscientes, Emmanuel, mais pas celle-là, non. Non, c'est pas la mienne. Voilà, donc l'intentionnalité inconsciente maintenant ne fait plus scandale particulièrement, ça fait partie de nos outils de réflexion. Voilà, mais est-ce qu'il y a une intentionnalité sensorimotrice? C'est-à-dire, est-ce que dans les actes eux-mêmes, il y a une intentionnalité? Et pour ça, je vais pas parler, je vais vous dire deux mots d'une expérience qui n'a pas été faite avec les fœtus, bien entendu, mais avec les bébés très très jeunes, qui a été faite par un auteur hongrois assez important dans le domaine du bébé qui s'appelle Gergely. Gergely. À l'instant, son prénom m'échappe. Enfin, Gergely. Gergely. Daniel Stern se servait souvent de cette expérience et disait que si on a un bébé de quelques semaines, un mois, enfin tout petit, avec soi, sur ses genoux par exemple, avec un verre, une timbale, et qu'on prend une petite bille de quelque chose de bois, un dé, les gobelets, voilà, les gobelets avec les dés pour jouer au dé. Voilà. Le bébé est sur mes genoux, tourné vers ça, et puis je prends le dé. C'est la première fois que le bébé voit ça. Première fois. Il faut que ça, dans l'histoire, c'est très important, c'est la première fois qu'il voit ça. Je prends le petit dé, je fais attention que le bébé me regarde, et je vais vers le verre, mais je lâche le dé avant d'être arrivé au verre. Ça va? Bon, si ça ne va pas, le reste va être un peu plus compliqué. Bon, ça va. Voilà. Eh bien, si le bébé a déjà des modalités de préhension, eh bien, le bébé, dans sa révolution, enfin, on peut l'aider, va prendre le dé
et lui, il va aller jusqu'au verre et le mettre dedans, alors qu'il n'a pas vu le but de mon geste. Et à partir de là, Stern et Gergely ont beaucoup réfléchi sur la question de, ils appellent ça intentionnalité sensorimotrice, peut-être pas un très très bon mot, mais la question qui est posée, c'est de savoir si tout geste moteur n'a pas inscrit en lui son but central. Et là, il n'y a pas besoin de conscience ni d'inconscience. C'est dans l'intentionnalité motrice elle-même. Alors, je vous signale d'ailleurs un article, il faudra que je donne à Sylvain la référence, d'un article de Amina Ben Salah, B-E-N-S-A-L-A-H, mais je n'ai pas la référence sous la main, mais qui est très intéressant. Elle reprend un certain nombre de choses un petit peu philosophiques aussi, et puis des expériences actuelles, qui s'appelle, c'est un chapitre de livre, on va dire, Gestes et signes binaires chez le fœtus. Gestes au pluriel. Gestes et signes binaires chez le fœtus. Le sous-titre, c'est intentionnalité motrice et corporelle. Vous voyez, on est un cran en dessous de l'intentionnalité consciente ou inconsciente. Est-ce que dans le geste lui-même, est-ce que le geste lui-même n'est pas porteur par lui-même de son intentionnalité? Et elle a mis en exergue de ce chapitre de livre 4 lignes de Maurice Merleau-Ponty, que je vous cite quand même, Le visible et l'invisible. Il a écrit ça en 79. Hein. Merleau-Ponty disait « Quand l'organisme de l'embryon se met à percevoir, il n'y a pas création par le corps en soi d'un pour-soi, et il n'y a pas descente dans le corps d'une âme préétablie, il n'y a que le tourbillon de l'embryogénèse. Soudain, il y a le fait que le tourbillon de l'embryogénèse soudain se centre sur le creux intérieur qu'elle préparait. Un certain écart fondamental, une certaine dissonance constitutive émerge. » Bon, vous y réfléchirez en ayant la phrase sous les yeux. C'est assez intéressant du point de vue de l'intentionnalité, ni consciente ni inconsciente, mais portée par le geste elle-même. Amina, son prénom, Amina, et son nom de famille en un mot, Ben Salah, B-E-N-S-A-L-A-H. Voilà, alors il se trouve que hier, pour le DU, il y a Laure Westerland qui est venue, et qui, pour ceux qui étaient là, qui a évoqué la question de l'attachement prénatal. Hein. Et jusqu'à hier, je n'avais pas suffisamment pensé, enfin on va y réfléchir, suffisamment pensé que normalement, quand on parle d'attachement, on parle de représentation du lien d'attachement. Alors du côté de l'adulte, d'accord, ou de l'enfant, bien sûr, il peut se représenter ces liens d'attachement. Ça s'appelle même les modèles internes opérants depuis Inge Bresserton à la suite de Bowlby. Voilà. Mais si on parle d'attachement prénatal, c'est comme si on faisait le pari que le fœtus aussi est capable de se pré-représenter des liens d'attachement. Et ça, c'est loin d'être sûr. C'est loin d'être sûr. Alors que les études sur l'attachement prénatal existent. Hein, elle vous a cité hier, enfin je m'adresse aux étudiants du DU, elle vous a cité hier les études de Cranley, le PAI, le Prenatal Attachment Interview de Muller, etc. Il y a toute une série d'études qui montrent bien qu'il y a des ébauches d'attachement qui commencent à se mettre en place en prénatal, mais du côté du fœtus, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne fais que poser la question. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un attachement du côté du fœtus qui ne reposerait pas sur des préformes de liens d'attachement, sur peut-être là aussi un pressentiment de l'objet d'attachement. Hein. Il y a vraiment, je trouve, en ce moment, des pistes de travail incroyables. Incroyable. Voilà, alors elle vous a dit hier hein, que l'attachement prénatal augmentait au fil de la grossesse. Bérangère Bocquier avait travaillé ça à Necker. Ben oui, sur le test global du PAI de Muller peut-être, mais qu'est-ce que ça suppose quand même chez le bébé, ça, enfin, chez le fœtus, hein. Préforme, proto-représentation, préconception au sens de Bion, représentation virtuelle au sens de Sylvain. J'y reviens dans un instant. Ça va? Toujours? Voilà, alors quelques mots rapides à propos de la représentation d'objets, justement.
Parce qu'on parle souvent, entre psychanalystes, on parle souvent de la représentation d'objets, et moins, enfin ça commence, mais un peu moins de la représentation du lien. Enfin ça commence, mais enfin classiquement, la représentation d'objets. On en avait déjà parlé, je crois, dans le cadre de ce séminaire, l'être et l'existence aussi, il y a 2-3 ans, mais je ne crois pas que ce soit les mêmes personnes, Sylvain, tout à fait, voilà. Et je vais déflorer un peu mon propos, mais je vais essayer de vous montrer rapidement que sans doute il y aurait intérêt aujourd'hui à diffracter, à décomposer, à décondenser le concept de représentation d'objet en plusieurs composantes différentes. La représentation de la place de l'objet, c'est pas encore l'objet. La représentation des liens à l'objet, c'est pas encore l'objet. Et la représentation de l'objet lui-même à la fin. Alors, l'idée qu'on a en ce moment, dans nos différents articles sur la troisième topique, qui serait une topique des liens, c'est que ces 3 niveaux, dont je vais vous redire un mot, se mettraient en place successivement, probablement assez vite, mais quand même avec une certaine séquence. La place de l'objet, les liens à l'objet, l'objet. Et alors, vous voyez, tout de suite, j'anticipe sur un peu à la conclusion de quelque chose, mais c'est que Luc va nous en montrer quand il va venir des échographies en 3D de bébés. Hein, Luc, tu n'oublieras pas d'en apporter quelques-unes. Hein, voilà. Et là, on avait dit, j'ai rappelé hier que Michel Soulet avait à un moment dit, quand l'échographie est apparue, c'était une interruption volontaire de fantasmes de manière un peu provocante. Bon, ça n'a pas interrompu les fantasmes de grand monde, je crois. Mais enfin bon, c'était intéressant comme idée. Mais là, ce qu'on peut se dire